signale que c'est moi qui ai conçu l'expérimentation qui valide notre hypothèse. Elle n'a pas besoin d'être validée. Quoi? Ah, parce que selon toi, la communauté scientifique doit te croire sur parole? Elle n'est pas obligée, mais elle devrait. Donc, pour conclure, ces données prouvent que lorsque la température avoisine le zéro absolu, le moment d'inertie change et le solide devient super solide, ce qui, comme vous pouvez le voir, était un état de la matière inconnu jusqu'à présent. On va causer de la supersolidité, comme vous l'avez deviné. Alors la supersolidité, c'est un état quantique de la matière. Les lacunes du réseau cristallin solide s'écoulent comme un superfluide en dessous d'une certaine température. J'espère que cet épisode vous a plu, il est maintenant terminé. Hop, 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 hop. Bon, on reprend parce qu'en fait, je pense qu'il y a pas mal de points à préciser. Alors, la supersolidité, c'est un peu un état paradoxal de la matière, puisque à la fois il exige toute la rigidité d'un solide, mais également l'écoulement d'un fluide. Eh bien, la première fois qu'on y a pensé, c'était en 1969, et c'était Andreev et Lifshitz qui ont théoriquement mis au point cet état de la matière, de la supersolidité. En 2004, il y a eu une première mise en évidence expérimentale, mais qui a été très controversée, au point que l'on n'a pas pu conclure à la détection de l'effet. Et il faudra attendre 2017 pour avoir de nouvelles études qui permettraient de conclure à la mise en évidence de cette supersolidité, mais sur des solides un petit peu différents, et je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est revenir sur ce qu'est la supersolidité. Donc, c'est un état quantique de la matière. Les lacunes du réseau cristallin solide s'écoulent comme un superfluide en dessous d'une certaine température. Dans cette définition, revenons sur le mot de solide. A priori, c'est la chose la plus facile à faire, puisque vous savez que un des états de la matière, c'est l'état solide, mais vous avez également l'état liquide et l'état gazeux. Pour passer d'un état liquide à un état solide, on va parler d'une transformation, et on lui a donné un nom, c'est la solidification. Pour passer d'un gaz à un liquide, c'est la liquéfaction. Et pour passer d'un solide à un état gazeux, comme dans le cas des comètes qui se rapprochent du Soleil par exemple, on parle de sublimation. Il existe aussi les trois transformations inverses, donc qui sont la fusion, la vaporisation et la condensation. L'ensemble de ces états sont donc liés par des transformations d'état. On va parler de changement d'état. On peut représenter pour un élément donné un diagramme de la pression en fonction de la température qui va nous dire pour quelle pression et quelle température on va trouver sous une forme solide, liquide ou gazeuse ces éléments. On voit que pour l'hélium par exemple, on va le retrouver soit à l'état solide, soit liquide, soit gazeux dans ce diagramme-là. Mais il existe une quatrième zone ici, et je vais la noter juste liquide pour le moment, mais en réalité on verra qu'elle a des propriétés particulières tout à l'heure. Notez simplement qu'avec une pression de 1 bar, nous avons une transition liquide normale à ce liquide particulier à 2 degrés Kelvin. Alors un solide, ça semble simple, ce que c'est qu'un solide. Un solide peut être soit mal organisé, soit bien organisé. Alors mal organisé, en général on appelle ça un solide amorphe, et bien organisé, on parle de cristal. Mais la question se pose à quelle échelle parle-t-on d'organisation? Commençons à l'échelle macroscopique et faisons un tout petit peu d'histoire en regardant ces cristaux de calcite. C'est du calcium, du carbone et de l'oxygène. L'abbé René Juste Haüy, alors je ne sais pas comment on prononce Haüy, alors je vais laisser Haüy parce que je trouve ça rigolo, eh bien cet abbé a, sans faire exprès, fait tomber de la calcite. Et il a pu observer que chacun des grains de calcite qui était de taille modeste à toute petite, avait exactement les mêmes paramètres morphologiques que le morceau d'origine. C'est-à-dire que les angles entre les faces adjacentes étaient bien conservés, les arêtes étaient tout le temps nettes, le nombre de faces tout le temps pareil. Donc en fait, il y avait une conservation de la forme. Et ça, ça nous amène à nous poser la question, mais si je recoupe en deux, encore en deux, encore en deux, jusqu'à quelle échelle je vais garder cette morphologie-là? Et ça nous amène à la notion d'atomisme, et en fait, il y a des symétries cachées là derrière. C'est Auguste Bravet qui, en 1849, a classé tous les réseaux cristallins existants, mais à l'époque sur des arguments purement géométriques. On ne connaissait pas encore l'existence de l'atome. Au mieux, c'était une supposition. Il faudra attendre von Loé
et brague père et fils dans les années 1915 pour mettre en évidence expérimentalement la présence des atomes dans les matériaux. Comment ont-ils fait? Ils ont fait diffracter des rayons X sur ces cristaux. Alors la diffraction, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène de nature ondulatoire qui va se manifester lorsque la longueur caractéristique d'un obstacle que va croiser la lumière, ici les rayons X, est proche de la longueur d'onde utilisée. Pour les rayons X, la longueur d'onde est inférieure au nanomètre. Ce qui veut dire que si on observe en envoyant des rayons X sur un cristal une diffraction, eh bien cela veut dire que l'obstacle va être inférieur au nanomètre. Et en fait l'obstacle ici, c'est les distances interatomiques. Nous avançons, mais je reviens quand même encore une fois sur la définition de supersolidité. C'est un état quantique de la matière, les lacunes du réseau cristallin solide s'écoulent comme un superfluide en dessous d'une certaine température. Voyons à présent ce que c'est que ce réseau cristallin. Eh bien voici une représentation du réseau cristallin. Les sphères blanches sont des atomes en fait. Et alors ces atomes ne sont pas simplement comme ça dans l'espace sans rien. En réalité, ils sont reliés les uns aux autres par des forces qui sont dues à l'échange d'électrons des uns aux autres. Il peut y avoir des électrons qui sont échangés de proche en proche, ou des électrons délocalisés. Il peut arriver que ce réseau cristallin, donc qui est un motif qui se répète périodiquement à l'infini, ou sur des tailles très grandes, plusieurs microns, plusieurs millimètres, c'est grand par rapport à l'échelle d'une fraction de nanomètre, eh bien il peut arriver qu'il y ait des défauts, comme par exemple ce que l'on appelle des lacunes. Alors une lacune c'est quoi? C'est quand on enlève un atome dans le réseau périodique. La matière se réorganise légèrement autour, et on a ce qu'on appelle une lacune. Il peut y avoir plusieurs lacunes dans un cristal, il peut y avoir des concentrations de lacunes, et ces lacunes peuvent même diffuser. Dans un état super solide, ces lacunes du réseau cristallin solide vont s'écouler comme un superfluide. Et là, on en vient à se poser la question de ce qu'est un superfluide. Un superfluide, c'est un fluide qui subit un changement d'état. Le fluide est alors dépourvu de toute résistance à l'écoulement. Il ne fait juste que s'écouler. S'il rencontre un obstacle, il passe par-dessus. Je ne me moque pas de vous, Ces effets peuvent être facilement mesurés. Par exemple ici, vous voyez une coupelle remplie d'hélium liquide superfluide, et vous voyez qu'il y a une goutte en dessous. Et bien cette goutte, elle vient du fait que l'hélium à l'intérieur du récipient remonte sur les parois du récipient avec des forces de capillarité, en fait le tour pour venir s'écouler par en dessous, puisqu'il n'y a plus de résistance à l'écoulement. Vous vous rappelez cette figure? Le liquide qui est en violet ici, c'est en fait un superfluide. C'est un fluide avec les propriétés d'écoulement particuliers. Et le supersolide, il se situe à peu près par là, avec un point caractéristique qui devrait se trouver aux alentours des 0,4 degrés Kelvin pour 30 bars. Il se trouve qu'il y a un mot que je n'ai pas décrit, et ce mot c'est le mot quantique. Je vous ai décrit tous les autres. Malheureusement, dans le laps de temps imposé par ce format court, je ne peux pas vous décrire sans équation ce qu'est l'apport de la mécanique quantique ici. Les deux seules choses que je peux vous dire, c'est que l'hélium, par exemple, il en existe deux isotopes. Il existe l'hélium 3 et l'hélium 4. Un de ces héliums se comporte comme un fermion, alors que l'autre se comporte comme un boson. L'un obéit à la statistique de Fermi-Dirac et l'autre obéit à la statistique de Bose-Einstein. Et cela a des conséquences fondamentales à très basse température, où les températures justement de transition d'un état liquide à un état liquide superfluide ne sont pas du tout les mêmes, étant donné que dans un cas nous avons des interactions avec des spins 1,5 et dans l'autre cas nous n'en avons pas. Mais ça, c'est un petit peu trop compliqué pour ce format, donc j'en parlerai peut-être une autre fois. J'espère que cet épisode vous a plu, il est maintenant terminé, et je vous souhaite de garder votre esprit critique.